Donc Aurélie nous a fait une présentation, malheureusement avec le temps, très bonne mais très rapide en fait, des nanosciences et des nanotechnologies. Et moi, ce que je vais essayer de poser, c'est un certain nombre de questions qui sont ouvertes par ce domaine en fait. Donc moi, c'est pas le progrès en question, c'est plus les questions posées par le progrès en fait. Alors, je ne sais pas, vous m'arrêterez en fait quand je dépasserai mon temps. J'avais listé 5 grandes catégories de questions, à mon avis, que l'on peut soulever à partir de cet exemple en fait de l'avènement des nanosciences et nanotechnologies. Alors, une première, c'est des remarques générales, mais je pense que c'est intéressant en soi sur l'avancée de la science. C'est parle-t-on d'une révolution ou d'une évolution en fait? Et de quoi on parle précisément? Donc ça, c'est quelque chose qui sera, où je resterai assez proche de la science, mais je trouve que ça vaut le coup d'en parler. Une deuxième question, une deuxième série de questionnements, pour moi, a trait plutôt aux croyances et au calcul, en fait. Donc j'essaierai un tout petit peu de détailler, en fait. D'un côté, on voit une opposition presque systématique au nano. De l'autre côté, un enthousiasme parfois un peu béat. J'ai envie de dire à qui profite le crime, ou en tout cas au moins à qui profite la chose. Ensuite, j'aimerais un tout petit peu discuter, enfin non, même plus qu'un peu, parce que ça me semble être le cœur de ce questionnement, la notion de risque, aujourd'hui, en fait. Une société sans risque, est-ce que c'est souhaitable? Et sinon, comment prendre le risque, en fait? Quatrième item, ce serait la recherche, et comment gérer, comment appréhender le hasard dans la recherche. Parce qu'on présente toujours, les scientifiques font toujours ça, on a toujours l'impression que les choses sont linéaires, qu'il y a des découvertes et que les choses sont très simples, etc. Mais en fait, il y a toujours beaucoup de hasard et ça, c'est très difficile à gérer notamment au niveau politique, et ça soulève tout un tas de questions d'ordre politique. Et puis en fait, bon là, je ne pouvais pas ne pas faire un item sur la notion de progrès, en fait, forcément, et par rapport à tout un tas d'oppositions qu'on entend. Alors, pour essayer, donc, vu le temps qui m'est imparti, je vais aller peut-être un peu trop vite en laissant peut-être certaines questions en suspens, mais voilà, après on aura l'occasion d'en parler. Alors, tout d'abord, révolution ou évolution? On ne peut pas dire qu'on soit face à une révolution. Il n'y a pas de rupture conceptuelle en physique, en tout cas associée aux nanosciences et nanotechnologies, si on est honnête. Il n'y a pas une rupture comme la mécanique quantique apporte un cadre théorique et expérimental radicalement différent qui n'était pas prévu avant. La relativité restreinte, au niveau du 20e, on peut dire l'auto-organisation, la théorie du chaos sont des ruptures, en fait, dans la théorie. Là, on ne peut pas vraiment parler de rupture, mais on peut parler d'une évolution à caractère révolutionnaire, clairement, en fait. Il y a une évolution quantitative, et qui est tellement quantitative qu'à la fin, ça donne quand même lieu à une différence qualitative indéniable, en fait. Donc, indéniablement, Aurélie en a parlé, l'avènement du microscope à effet tunnel, l'avènement du microscope à force atomique, ça c'est des noms barbares. En gros, c'est des microscopes en fait, qui sont de l'ordre du toucher. En fait, on touche les surfaces et on est capable de les toucher à l'ordre de l'atome, c'est très bien. Mais ça, en soi, ce n'est pas une rupture conceptuelle. On ne peut pas le dire, en fait. Par contre, ça permet ensuite de voir la matière, de la manipuler, et puis ensuite à d'autres de l'utiliser. Et donc, tout ça... Donc ces microscopes, les fullérenes que Aurélie a montré, ces ballons, c'est fait à partir de carbone. Il y a aussi, bon, il faut quand même en parler, l'électronique de spin. Albert Fert, prix Nobel, alors excusez-moi, j'ai oublié l'année exacte, il y a quelques années, il y a 2007. Tout ça, c'est donc tout un tas d'avancées qui, au final, font qu'aujourd'hui, on est capable de faire ce que Aurélie vous a décrit. On est capable de voir la matière, de la manipuler et de l'utiliser à l'échelle de l'atome. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Le première pyramide qu'elle a montrée à base de silicium-germanium, c'est ce qu'on appelle un nom barbare des boîtes quantiques qui ont énormément d'applications aujourd'hui, qui permettent de faire de l'émission laser, qui permettent de faire tout un tas de choses, de l'émission, laser cohérente en fait, qui permettent de faire tout un tas de choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Donc il y a vraiment un saut indéniablement qualitatif à partir d'une évolution quantitative. Donc c'est vraiment un progrès au sens où on va de l'avant. Mais voilà, faut relativiser. Après, c'est aussi un progrès qui est à la base de la révolution informationnelle qu'on connaît, puisque toutes ces révolutions a pour base tout ce qui est le numérique, les échanges qu'on peut avoir avec nos ordinateurs, nos smartphones, tout ce que vous voulez. Toute cette révolution à laquelle on assiste, qui est une révolution anthropologique, en fait, sa base quand même, il y a une base matérielle qui a été permise par ces nanotechnologies. Alors, un autre concept, enfin une autre chose qui s'agit de préciser à mon avis, quand on parle des nanotechnologies et nanosciences, c'est que c'est un mot valise, en fait. C'est que c'est un concept mal défini.
En gros, il faut être dans la taille 1 à 100 nanos maintenant, c'est ce qu'on admet. Pourquoi 1 à 100 nanos? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors le 1, à la rigueur, c'est presque la taille de l'atome. Donc là, il y a quelque chose, là, scientifiquement, il y a un sens. 100 nanos, il n'y a aucun sens particulier. C'est arbitraire. Voilà, c'est comme ça. C'est un mot valise, donc, qui regroupe plein de choses qui n'ont rien à voir. C'est à la confluence entre plein d'intérêts. Alors il y a l'intérêt du chercheur. En ces temps où la recherche est difficile, en fait, et surtout le financement de la recherche est difficile, en ces temps où on finance la recherche maintenant de plus en plus quand on est visible. Alors effectivement, il y a des choses très visibles dans la société. L'astrophysique, c'est très visible, ça fait rêver, très bien. Les particules, le boson de Higgs, ça fait rêver, très bien. La matière condensée, pourtant c'est appliqué dans la vie de tous les jours, ça fait un peu moins rêver. Il y a besoin de rendre la chose un peu sexy de la part des chercheurs en destination des politiques. Et là, je pense qu'on paye quelque part, après il y a un drawback, il y a un retour de bâton en fait, on paye le fait que voilà, on a voulu faire quelque chose de sexy, oui, après les gens disent voilà, les nanos, comme si les nanos c'était quelque chose d'homogène. Pas du tout. Ça regroupe des choses qui n'ont rien à voir. Donc il y a l'intérêt des chercheurs. Il y a l'intérêt des industriels, évidemment, parce qu'eux, ils ont besoin d'innovation, ils ont besoin de nouveaux marchés. Et là, indéniablement, il y a plein de choses nouvelles qui s'offrent à nous. Et puis il y a l'intérêt, moi je les appelle, je ne sais pas comment les appeler, les apôtres du catastrophisme, qui jouent sur les peurs. Et en ces temps, on va dire, on voit bien qu'il y a une crise anthropologique, en fait. On est dans une société qui se cherche, qui cherche des valeurs. Ce genre d'apôtres-là peuvent prospérer. Puis, je ne peux pas ne pas mentionner aussi les adeptes, entre guillemets, de science-fiction, puisqu'ils ont aussi contribué à l'identification du mot nano, etc., et du mythe nano, c'est Bréchignac qui parle en ces termes. Donc c'est Drexler, en 86, qui publie un roman, en fait, un roman de science-fiction, qui parle de nanorobots qui vont échapper au contrôle de l'homme et qui vont prendre possession de la planète, en fait, qui vont s'auto-répliquer, etc. Bon, on est en pleine dans la période de la guerre froide, 86. Le fantasme autour des envahisseurs qui viennent, il n'y avait clairement pas que les nanorobots. C'était dans un contexte. Mais tout ça, ça a contribué donc à cette identification et au fait de forger, quelque part, on peut dire, ce mythe et cette identification des nanosciences et nanotechnologies. Et puis, effectivement, les nanos, en particulier les nanoparticules, suscitent beaucoup de fantasmes parce que c'est des particules qu'on ne voit pas et qui peuvent être très réactives. Alors là, forcément, ça interpelle l'imaginaire et donc c'est frappant. Alors, après, donc, je pense qu'il ne faut pas être naïf ni sur les bienfaits que ce progrès pourra amener, en fait, ni être naïf du côté du pessimisme. Donc voilà, donc ça c'était le premier item que je voulais développer. Le deuxième, qui est en lien, en fait, c'est la notion de croyance. De dogmatisme, et j'ai envie de le pondérer avec les calculs égoïstes, quelque part, qu'on peut voir, parce que les deux, je pense, se répondent bien, et dans le débat dont tu parlais, Alain, clairement, je pense qu'il y avait une alliance objective entre les deux. Alors, je vais détailler ce que je veux dire. Je pense qu'aujourd'hui, je crois que c'était Quignou ici, qui parlait de fondamentalisme écologique. Il y a un mouvement anti-nano très fort aujourd'hui, enfin très fort, en tout cas qui sait faire parler de lui. Je ne sais pas s'il représente grand monde, mais en tout cas qui sait faire parler de lui. Et souvent, donc, ils font appel, ces deux courants font appel à une nature mythifiée qu'il s'agirait de conserver, dans une vision un peu fixiste des choses, et qui est pour moi un contresens en tant que scientifique, parce qu'en physique, on sait très bien qu'il y a une évolution, l'augmentation de l'entropie, les choses ne restent pas en l'état. Puis dans la nature, dans la biologie, il y a clairement une évolution des espèces. Donc vouloir être dans une vision fixiste, pour moi, c'est un contresens par rapport à la nature. Bon, mais à la rigueur, chacun ses contresens. La nature, je pense, est à protéger, oui, encore faut-il de dire de quoi, mais certainement pas à conserver. Là, je pense que les mots ont leur importance. Alors, les extrémistes, quelque part, anti-nano, moi, ce qui me dérange, une des choses qui me dérange fondamentalement, en fait, c'est une sorte de discours qui est pas loin du religieux, du discours religieux. Et pour moi, il y a deux idées qui m'y font penser. Tout d'abord, c'est l'attitude du dogme. Souvent, dans l'opposition, dans les arguments qui sont avancés, il y a des arguments qui sont avancés de façon scientifique, prétendument scientifique, en disant c'est comme ça, et c'est dangereux pour telle et telle raison. Et donc, il ne faut pas faire. Donc, on avance des arguments prétendument scientifiques, la science relevant du vrai, la science, si elle est exacte, en tout cas étant indiscutable, objective, afin non pas de parler de vérité, mais de parler de juste, ce qui n'est pas exactement la même chose, de ce qu'on veut faire, en fait, selon des normes à définir, et les normes sont à débattre, en société en tout cas. Et donc, il y a une confusion entre le vrai, la science ici, mais autrefois c'était la religion était censée nous donner le vrai.
Confusion entre le vrai et le juste, qui lui devrait être du ressort du politique, pour réfuter le débat. Effectivement, autrefois c'est la religion qui empêchait le débat démocratique, aujourd'hui c'est une instrumentalisation de la science. Effectivement, le fiasco du débat de 2009 en est l'illustrateur, et le leitmotiv, le slogan de ces opposants, c'était, je ne me souviens plus, mais c'était le début qui m'avait marqué, c'est « le débat, on s'en fout ». Ils commençaient leur slogan, ils intervenaient en disant le débat on s'en fout, et après la reste, j'ai envie de dire, n'est même pas important. Quelqu'un qui commence par dire le débat on s'en fout est dans une attitude dogmatique. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il s'agit de souligner. Les dogmes, pour moi, quels qu'ils soient religieux, idéologiques, sont incompatibles avec la science, et ils stérilisent le débat et sont contradictoires avec l'exercice de la démocratie. Ça, je pense que c'est un point qu'il ne faut pas en rabattre sur ce point-là. Le deuxième point où ça me fait penser à la religion, c'est sur des lois, entre guillemets, naturelles ou des lois sacrées. D'ailleurs, vous remarquerez que dans le discours religieux, en fait, parfois les lois sacrées sont les lois naturelles. Récemment, on a entendu un certain nombre d'arguments comme quoi on allait contre la nature. Hein. Bon. Avec cette idée que le monde, c'est la création divine. Bon. Et donc, il y aurait des lois naturelles, sacrées, que l'homme ne devrait pas franchir. L'homme doit rester obéissant dans ces visions-là. Obéissant aux dieux pour certains, obéissant à la nature. Puis comme dans les deux cas, ni les dieux ni la nature ne s'expriment, en l'occurrence, il s'agit d'obéir à ceux qui parlent en leur nom. Alors, sur la religion, c'est indéniable. Alors, Prométhée, le mythe de Prométhée, c'est quand même la punition divine qui est proposée aux hommes si ils ont l'audace, en fait, d'aller prendre le feu, en fait, de bouleverser la place qui leur a été assignée par les dieux et essayer de changer ça. Le mythe d'Adam et Ève, quand même, ils vont mordre à l'arbre de la connaissance. Certes, c'est la connaissance du bonheur et du malheur. Il n'empêche que le péché originel à la base, en fait, c'est croquer dans l'arbre d'une connaissance. Et puis, une citation donc de l'Ecclésiaste, que je trouve effectivement, qui résume ce que je suis en train de dire. « Celui qui accroît sa science, accroît sa douleur ». Voilà, l'Ancien Testament. Donc là, voilà, on a deux religions au moins qui sont basées là-dessus. Donc, il y a une vision qui est propagée par les religieux où l'homme démiurge, en fait, se comparant au Créateur, enfreint des règles naturelles ou divines, ce qui justifie donc tout un tas de positionnements. Encore c'était pas autrefois. Enfin, l'opposition, par exemple, à la fécondation in vitro se basait pour certains là-dessus. Dans les anti-nanos, quand on regarde un tout petit peu leur texte, parce que c'est toujours intéressant de lire, en fait, parce que le débat est fécond, on retrouve un peu cette petite musique. Alors, Dupuy, pour lui, donc Dupuy, qui est très critique des nanosciences, il parle du risque des nanosciences comme étant le risque, c'est la révolte de la technoscience contre la condition humaine. Et il est critique, en fait, dans l'avènement des nanosciences, d'un but du projet métaphysique sous-jacent aux nanotechnologies, qui est de, je cite, « transformer l'homme en créateur, de se révolter contre l'existant et de le dépasser ». Donc on voit bien la transgression de l'existant. Norman, un autre détracteur, en fait, des nanosciences, critique les technosciences comme consistant à, je cite encore, « utiliser la nature pour aller au-delà de la nature ». Et dernière citation, Laurent et Petit, en fait, qui essayent d'expliquer l'origine des peurs des nanosciences. Il y en a trois pour eux. Alors la perte de contrôle, pourquoi pas, la peur d'un mauvais usage de la science, ça c'est juste, hein, et puis la peur de la transgression. Et donc là aussi je les cite. Donc ouvrir la boîte de Pandore et jouer de manière incontrôlée avec la nature traduisent clairement le sentiment du public que, si les promesses des nanotechnologies sont séduisantes, sont également très présents la démesure et le danger d'une action sans garde-fou qui perturberait les frontières présentes de longue date. Il ne précise pas les frontières présentes de longue date, mais voilà, elles y sont. L'homme a l'outrecuidance de vouloir dépasser ça, en fait. Donc ça, c'est vraiment des attitudes, je pense, qu'il s'agit de souligner, parce que très clairement, je pense que si on veut un vrai débat sur la science, posé, un débat à la fois sur la science et un débat ensuite sur l'application de la science, tout ceci n'est pas acceptable, en fait. Et puis, comme je n'ai pas forcément beaucoup de temps, mais si vous me le posez en question, je pourrais aussi revenir un peu là-dessus, en fait, il y a aussi cette idée, et Aurélie en a un peu parlé, il y aurait la technoscience, il y aurait la technique, la technologie, il y aurait la science. Et dans les discours, ce qu'on entend souvent, c'est que la technoscience serait une sorte de dévoiement de la science, que ce qui serait pur, ce serait la science, l'esprit, l'âme, quelque part, hein, vous voyez où on peut en venir, en opposition avec la technique, qui est le faire,
qui est basé sur le monde matériel, en fait, qui est ce dont on est censé s'extraire. Là aussi, la corrélation avec la résonance avec la religion est quand même relativement forte, en fait, et c'est un contresens complet sur comment la science a avancé. La dichotomie entre technologie et science, en fait, est complètement artificiellement présentée par ces opposants-là. La technique et la science sont les deux faces d'une même réalité de l'avancée de la connaissance. Voilà, alors d'un côté, il y a ces dogmatismes, à mon avis, qu'il faut refuser. De l'autre côté, il ne faut pas être naïf non plus, il y a les eaux froides du calcul égoïste. Il y a des dangers avérés aux technosciences, j'essaierai un tout petit... aux nanoparticules, surtout aux nanoparticules, ça il faut en parler, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et indéniablement, l'industrie ne nous a pas montré jusqu'à présent une grande considération envers l'appréciation des risques. Je pense à l'amiante. Denis Brard, donc vice-président de la commission la prévention et de la précaution, était interviewé récemment. Il disait que les risques étaient connus en 1910. En 1960, je le cite, les liens de cause à effet étaient établis de façon indiscutable, en fait. Absolument. Et pour autant, on a continué à les faire, à les utiliser. Et aujourd'hui encore, donc ça a été annulé en 97, 1960-1997, 17 ans, c'est pas grave, ce sera entre guillemets, ce sera probablement pas ceux qui ont fait ces études-là qui seront concernés. Et puis aujourd'hui, le Canada continue à produire et à utiliser l'amiante, quand bien même là, c'est pour le coup, c'est absolument indiscutable. Donc d'un côté, il y a un patronat qui veut avancer. De l'autre côté, des attitudes dogmatiques, et puis le patronat et un certain nombre de groupes d'intérêt ont tout intérêt à ce qu'il y ait ces oppositions dogmatiques, parce que ça permet de dire ça, c'est à rejeter, donc faites-nous confiance et allons-y, et faisons tout sans le contrôle de la population, et là c'est dangereux. Alors, sur la toxicité, là aussi, donc Aurélie en a un peu parlé, il y a des études sur la toxicité des nanoparticules. Alors là aussi, je disais tout à l'heure, faites attention, ça recouvre plein de choses. Il y a les nanoparticules, les nanomatériaux, il y a plein de choses. En particulier, les nanoparticules, c'est des toutes petites particules. C'est surtout elles sur lesquelles se concentrent les risques, en fait. Particulièrement, alors ça c'est un exemple que j'aime bien sortir, l'or, vous savez que c'est un métal noble, précisément, qui est utilisé pour ces raisons-là en électronique, etc., qui est inerte, normalement. Manque de chance, quand on le met sous forme de nanoparticules, il se met à être extrêmement réactif. Donc, ce qui me fait souvent dire que ça ne sert à rien d'entasser l'or dans un coin, c'est beaucoup plus efficace quand l'or, on le répartit. Mais bon, au-delà de la petite anecdote, c'est illustrateur. Donc, quand on est sous forme de nanoparticules, on a des propriétés qu'on n'a pas quand on n'est pas sous forme de nanoparticules. L'or, le dioxyde de titane, très dangereux. Les nanotubes de carbone, très dangereux. Tout ça, c'est avéré, on le sait. Il y a des études toxicologiques qui ont été faites. On sait que ça a des influences sur certains organes, le cœur, le poumon, etc. Ça peut avoir des influences sur l'ADN, ça peut être destructeur de l'ADN, ou en tout cas altérer l'ADN. Ça peut être destructeur des cellules, particulièrement sur les nanotubes de carbone, qui, là pour le coup, si j'ai pris l'exemple de l'amiante tout à l'heure, ce n'est pas anodin, parce que les nanotubes de carbone présentent exactement le même problème que l'amiante, des particules qui sont très allongées, qui ont un rapport de forme tel que, donc c'est quelque chose de très très long, un nanotube de carbone, comme l'amiante. C'est très fin, donc ça peut passer à travers vos cellules, vos défenses immunitaires, mais c'est trop long, ce qui fait qu'une fois que c'est passé, les macrophages du corps ne peuvent pas les prendre, ils sont trop longs, et donc en fait ils restent bloqués, ils produisent l'inflammation, ils produisent le cancer. Donc les nanotubes de carbone, très dangereux en fait, on le sait en fait, et il ne faut pas le sous-estimer. Et donc ça m'amène à mon item, donc il y a une toxicité, il ne faut pas la nier, et ça m'amène à l'item sur les risques. Alors, juste, j'avais oublié de le dire, mais c'est important aussi à dire, c'est que les nanoparticules, dont je dis, c'est probablement là où il faut focaliser notre étude de toxicologie, et en même temps, il y en a plein dans l'atmosphère. Le bleu du ciel, c'est des nanoparticules, en fait. Aurélie l'a dit. Mais on estime que c'est que 10% des particules dans l'atmosphère qui sont d'ordre anthropologique, en fait. Donc, il y en a tout un tas d'autres. Donc, il faut étudier précisément donc, les risques posés par celles qui sont produites par l'homme. Alors, la question, donc, là, donc, sur la notion de risque, je pense que là, c'est une super question, en fait, qui est une belle question politique et une belle question scientifique. Notre rapport au risque, je pense, révèle beaucoup de choses sur la société qu'on veut construire et sur nos valeurs. Doit-on prendre des risques? Selon quels critères accepter du risque? Comment concilier le risque et la sécurité? Et comment appréhender le doute? Ça, c'est quelque chose que je pense qu'un scientifique doit souligner. Alors, je pense que ici, mais ça peut susciter débat, mais je pense qu'on peut dire qu'une société sans risque est une société conservatrice, au sens littéral, une société qui se réfugie dans la peur et qui se replie donc sur un état de fait donné.
Ne rien risquer, bon, c'est une citation facile, mais ne rien risquer est un risque encore plus grand. Et je pense qu'on peut dire que une société sans risque serait probablement une société totalitaire. Et sans vouloir trop forcer le trait sur Sarkozy, mais il ne faut peut-être pas l'oublier, mais il y avait cette idée de vouloir construire une société sans risque, certains types de risques, je reviendrai après. Quand il s'agissait d'enfermer les malades psychologiques, quand il fait la rétention de sûreté, c'est quand même très illustrateur d'une volonté de ne pas prendre de risques. C'est-à-dire quelqu'un, il a un potentiel danger, il a purgé sa peine, il est potentiellement dangereux, on va le laisser enfermer. Comme ça, on ne prend aucun risque. Il est enfermé. C'est très révélateur d'une société, je pense, relativement totalitaire. Et c'est clairement pas anodin. Alors, une société sans risque, c'est à géométrie variable chez les libéraux quand même. Hein. Ne l'oublions pas, parce que les menaces, donc là c'est Marie-André Bertrand que je cite, les menaces qui pèsent sur la sécurité économique et l'emploi, par contre, ne suscitent pas la même appréciation du risque. Hein. Là, c'est vraiment à géométrie variable. Dans l'économie, c'est une bonne chose pour les libéraux, car on sait très bien que le risque garantit l'innovation, et l'innovation, c'est les profits de demain, pour certains en tout cas. Donc voilà, donc il y a certains risques qui sont acceptables, d'autres qui ne le sont pas. Puis là aussi, double paradoxe chez les libéraux, le risque dans l'économie, c'est pas pour tous. La bourgeoisie, on le sait, elle organise sa propre sécurité économique. Et là, je ne peux quand même pas parler de Varin et de sa retraite dorée. On voit bien que, oui, le risque d'une société économiquement libérale, ce n'est pas pour certains. En fait. Donc, ça, pour le risque, je pense qu'il faut affirmer qu'il y a besoin de prendre des risques. Pour les progressistes, le risque est la condition de l'évolution. Et donc, de la contestation des rapports de domination, souvent issus des lois naturelles, parce que les rapports de domination, c'est tout d'abord les lois naturelles, le plus fort, physiquement, au sens brutal et primitif du terme, et des lois culturelles, le plus riche. Puis on va mélanger les deux, bien sûr. Il y a donc besoin d'évolution, et donc de prendre des risques si on veut révolutionner la société. Mais c'est là où il faut faire attention et savoir de quoi on parle. La prise de risque n'est pas contradictoire avec la sécurité. Il y a une vraie dialectique féconde, à mon sens, entre risque et sécurité. Le risque est la condition de l'évolution, je l'ai dit, et donc potentiellement de plus de sécurité. L'exemple classique, c'est de parler de Pasteur. Pasteur, on peut dire, il a pris un risque au moment où il a inoculé pour la première fois son vaccin. Il l'a pris. Et en prenant ce risque, on a débouché sur une plus grande sécurité en termes médicaux. Et donc c'est bien en prenant des risques parfois qu'on assure plus de sécurité. Donc il y a une vraie dialectique, il ne faut pas opposer les deux. La question, donc, pour moi, n'est pas de est-ce qu'il faut prendre des risques ou pas. J'ai envie de dire oui, il faut savoir prendre des risques, mais comment on les fait? Et comment est-ce qu'on prend des risques en assurant la sécurité et parfois pour assurer la sécurité? En assurant et pour assurer la sécurité. Alors, pour moi, il y a plusieurs critères sur cette notion de risque. Les risques sont perçus différemment selon qu'ils sont volontaires ou non. Indéniablement, si je vous demande de tester ce dont Aurélie parlait, les nanovecteurs, on sait aujourd'hui, pour le cancer du foie, vous injectez des nanoparticules qui vont sur votre foie. Donc on traite aujourd'hui, c'est des médicaments qui sont sur le marché, on sait vectoriser des médicaments qui vont exactement sur votre foie, donc meilleure efficacité du médicament, moins d'effets secondaires, évidemment c'est bien mieux. Il peut y avoir un petit risque, indéniablement. Mais sauf que là, c'est un risque à mettre en relation avec le fait que votre cancer, il vous laisse peut-être pas beaucoup de temps en fait. Donc, est-ce que c'est volontaire ou pas? En général, vous êtes d'accord, en général. À la différence des natures de carbone ou de l'amiante, où là, souvent, vous inhalez et puis vous ne le savez pas. Donc là, le côté volontaire ou pas fait qu'on apprécie différemment la notion de risque. Évidemment, là, j'invente rien, il y a la notion bénéfice-risque, la balance bénéfice-risque. Là encore, entre prendre des nanoparticules pour soigner votre cancer du foie ou utiliser des chaussettes avec des nanoparticules qui empêchent d'avoir des odeurs, bon, l'avantage de soigner son cancer, effectivement, il balance largement le risque. Pour les chaussettes, on peut se poser la question. D'ailleurs, cette notion bénéfice-risque, il est notable, j'ai pris l'exemple, pas par hasard, sur la vectorisation pour le foie, sur les attaques anti-nano, il n'y a jamais aucune attaque sur la médecine. Mais je trouve ça bien d'ailleurs, hein, je ne suis pas en train de dire allez taper sur la médecine, mais c'est assez révélateur qu'effectivement, oui, dans la société, on est en permanence en train de réfléchir sur cette balance bénéfice-risque. Puis dernier aspect, sur la notion de risque, il y a la temporalité. Les risques sont souvent perçus sur un long terme
Là où les bénéfices, souvent, on peut les voir comme étant des bénéfices de court terme. Sur le cancer du foie, si vous restez 6 mois, 1 an, sur un risque et peut-être une inflammation pour dans 10 ans, ben, tout ça, ça rentre dans la balance. Donc voilà, donc il faut savoir prendre tous ces éléments-là pour savoir dire, il faut prendre du risque. La question qui va se poser, c'est qui va prendre le risque, par contre. Donc ça, c'est une question que j'essaierai de parler, de mentionner après. Ensuite, il y a juste une honnêteté de la part du scientifique que je voudrais développer. C'est sur la notion de doute. Le doute est intrinsèque à la science. Et ça, c'est essentiel de le rappeler. Peut-être que c'est trivial je vais peut-être dire des trivialités pour vous ici, mais je pense quand même que ça vaut le coup de faire un tout petit détour sur la notion de réfutabilité développée par Popper et qui fait à peu près consensus aujourd'hui, dans on va dire une certaine forme de vision moderne des sciences. Aujourd'hui, on considère qu'une affirmation est dite réfutable, donc ça, excusez-moi, c'est Wikipédia, mais une affirmation donc est dite réfutable s'il est possible de consigner une observation ou de mener une expérience qui, si elle était positive, entrerait en contradiction avec cette affirmation. Aujourd'hui, c'est donc l'acceptation de ce qui est une science. Une science doit être réfutable, en fait. Ce qui fait dire, en tout cas, une science au sens exact, au sens science naturelle, qui a un lien avec la nature. Ce qui fait dire, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, que l'économie n'est pas une science à ce sens-là. C'est une science comme l'histoire, etc., mais c'est clairement pas une science réfutable. Je ferme la parenthèse, c'est juste, je lance des bâtons. Donc, on ne peut jamais affirmer qu'une science est vraie. On peut affirmer, je peux vous affirmer, si je lance ma montre, je peux calculer le temps qu'elle va mettre à tomber à 99,99 et je vais pouvoir mettre plein de chiffres significatifs derrière et je vais faire plein d'expériences et à chaque fois ça va marcher. Je peux avoir une conscience très grande dans quand est-ce qu'elle va tomber. N'empêche que je ne pourrai jamais vous dire à 100% c'est comme ça. L'honnêteté nous fait dire, nous oblige à le dire. Le doute est ontologiquement intrinsèque à la démarche scientifique. Ce qui fait dire à Jean-Yves Bottero dans le rapport du compte-rendu de l'Académie des sciences de 2011 sur les nanos, que je vous conseille, je cite, « Il est impossible par nature de démontrer que quelque chose est sûr à 100%, qu'on a prévu tout ce qui pouvait arriver. On peut démontrer que quelque chose est faux, on peut jamais démontrer que quelque chose est juste à 100%. On peut le démontrer avec une incertitude à 99,99, et puis après, c'est vrai que quand il y a plein de 9 après le virgule, on dit, bah, c'est sûr. Mais justement, il y a intrinsèquement, si on est honnête, une part de doute, en fait. Et ça, je pense que c'est important. On ne pourra jamais dire, si on demande à un expert, moi, si on me demande demain, est-ce que c'est sûr à 100%, si je ne veux pas risquer ma tête sur le bio, je vais dire non. Et là, quelque part, je serai honnête. Je ne pourrai jamais le dire. Et ça, c'est important. Hein. C'est important. Donc, dans la prise de risque, n'attendons pas du scientifique qui nous dise, allez-y, appuyez sur le bouton. C'est à nous à savoir apprécier le risque, en fait. Et je fais juste une autre parenthèse parce que ça me semble intéressant. Dans le séisme de l'Aquila en 2012, en Italie, vous vous souvenez que des experts, des sismologues avaient dit « Vous inquiétez pas, cette zone est sûre à 100%. » Alors ils ont pris 6 ans, mais indéniablement, ils ont quand même dit quelque chose qui dépassait les prérogatives d'un scientifique. Mais je trouve surprenant, non seulement donc qu'ils aient pu le dire, mais je trouve surprenant aussi qu'on ait pu le leur demander. Les deux, pour moi, sont à rejeter. Et donc là, dans la question des nanosciences, la question se pose, en fait. Et donc, on est face à une incertitude fondamentale. Alors, qui décide dans ces cas-là? C'est quand même la bonne question. Alors, je pense que, j'ai un peu honte parce que je suis chercheur, mais j'ai envie de dire, il ne faut pas demander aux chercheurs donc, de décider. Pour les raisons que je viens de dire. Puis pour une autre raison, en fait, qui est que pour le chercheur, le risque est quelque chose qui est familier. L'expérimentateur, tous les jours, il va sur sa paillasse, il va peut-être créer quelque chose, il ne le sait pas à l'avance. Donc, il ne sait pas ce qu'il va créer, donc évidemment, il ne va pas connaître les risques. Et donc, le chercheur a l'habitude de travailler avec le risque. Et donc, il a une appréciation, si vous voulez, un degré d'acceptation du risque qui n'est pas le même que le reste de la population. Le chercheur reste absolument incontournable. Évidemment, sa parole est sans commune mesure avec les arguments simplistes, les négations simplistes. Il n'empêche, il ne faut pas demander au chercheur. Le chercheur, c'est un maillon parmi une chaîne de décision. Il n'est pas possible non plus, de mon point de vue, mais vous l'aurez compris, de faire confiance aux seules forces du marché, de s'en remettre au marché financier. Puis moi, je préfère dire plutôt que marché financier, aux marchands financiers. C'est des hommes derrière qui prennent des décisions. L'exemple de l'amiante que j'ai traité tout à l'heure, à mettre en parallèle avec les nanotubes de carbone, c'est du passé, mais en fait, il y a une longue liste, le bisphénol A, le sang contaminé, le Mediator, les prothèses mammaires, etc., où, ben oui, les forces les marchands, quelque part, quels qu'ils soient, ont montré que les possesseurs, quelque part, des biens de production sont plus intéressés dans l'accumulation de leur capital que dans la sécurité à long terme des populations.
Et s'ils sont intéressés par la sécurité, c'est souvent parce qu'elle risque de conditionner les ventes et donc leurs bénéfices. Et donc face à ça, il y a besoin d'une régulation sociale. Ça nécessite plusieurs choses. Ça nécessite déjà un en commun. Ça nécessite évidemment une vigilance des citoyens. Ça nécessite un bon fonctionnement des institutions démocratiques, que ce soit au niveau du Parlement, qui devrait peut-être faire un peu plus de commissions d'enquête, qu'on puisse mener des débats publics. C'est vrai qu'encore une fois, souligner que le débat de 2009, le fait qu'il n'ait pas pu aboutir, c'est un gros problème dans cet en commun qui devrait pourtant trancher. Cela nécessite aussi des droits des travailleurs, parce que c'est souvent les premiers à être concernés, déjà, par la production de choses potentiellement risquées, et c'est les premiers à savoir exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que oui, on peut toujours essayer d'analyser a posteriori, mais analyser en amont, c'est toujours beaucoup plus efficace, en fait. Donc, droit des travailleurs dans leur entreprise, ça me paraît être absolument fondamental. Et donc, la recherche sur les nanos et les risques encourus par la société sont des enjeux collectifs. C'est des risques encourus collectivement en matière de santé et en matière financière aussi. En matière financière, en termes de recherche, mais aussi en termes de risques financiers. Je pense aux implants mammaires. Qui c'est qui aujourd'hui paye pour le fait que les entreprises aient été défectueuses, qu'il n'y ait pas eu les contrôles nécessaires? Finalement, c'est la sécurité sociale. Donc le risque médical, c'est nous qui le prenons. Le risque financier, c'est nous qui le prenons. Et donc ça justifie pleinement le fait que les choix technologiques doivent être pris collectivement, en fait. Et donc, il s'agit de donner des droits à la société, élus, syndicats, salariés, dans la définition de qu'est-ce qu'on produit. La propriété des biens de production n'a au regard de ces enjeux, de mon point de vue, qu'un poids qui ne peut passer que secondaire, si on ne veut pas aller jusqu'à la remettre en question, mais là, c'est encore un autre enjeu, en fait. Alors, en matière de loi, en fait, sur cette gestion des risques, on ne part pas non plus de rien. Il faut quand même, c'est pas non plus une jungle où les industriels font tout et n'importe quoi. Il y a quand même 2-3 choses qui existent, 2-3 cadres, qui est rendu difficile, comme je disais tout à l'heure, sur le fait que les nanos, c'est un mot valise qui regroupe plein de choses qui n'ont rien à voir, et puis sur le fait qu'il y a des avis d'experts qui sont parfois contradictoires. Alors il y a 2 notions au niveau de la loi qu'il s'agit d'avancer, c'est la notion du principe de précaution, à balancer avec le principe de prévention, et je pense la question de qui est responsable au final. Au niveau européen, en fait, les nanoparticules sont gérées essentiellement par 2 codes, en fait, l'un sur les cosmétiques et l'autre sur la chimie. C'est bien, c'est insuffisant, mais je voudrais, une fois n'est pas coutume, en tout cas, souligner quelque chose d'intéressant au niveau européen en matière du règlement REACH, en fait. Le règlement REACH prévoit qu'il incombe aux fabricants, il incombe aux importateurs et aux utilisateurs, aux entreprises, de veiller à fabriquer, à mettre sur le marché et à utiliser des substances qui n'ont pas d'effet nocif sur la santé humaine ou l'environnement. Alors, il y a plein de problèmes avec le règlement REACH, sur l'histoire des tonnages, etc. Mais c'est quand même intéressant de dire que la responsabilité, elle est chez le producteur, en fait. Et il s'agit donc d'imposer, au niveau européen, d'imposer aux entreprises de faire elles-mêmes les tests et d'être pénalement responsables, alors, de faire des tests selon des protocoles qui ont été édictés collectivement par des règlements, et d'être ensuite pénalement responsables au cas où elles auraient menti. Ce qui est très intéressant parce que ça permet de contourner un problème qui est que sur la toxicité, évidemment, on est pour qu'il y ait un maximum de laboratoires publics, d'expertise publique, indépendante des enjeux financiers, qui fassent le travail. Aujourd'hui, si on devait tout tester, on n'y arriverait pas. Il y a beaucoup trop de produits qui sont mis sur le marché par rapport à la capacité. Alors on peut dire, on va former, on va augmenter les laboratoires de recherche. Ça se fait pas d'un claquement de main. Il faut former des gens, il faut ouvrir des laboratoires, etc. On ne pourra pas le faire là tout de suite. Dire, ok, on ne peut pas le faire tout de suite, on va le faire, évidemment, il faut le faire, il faut l'augmenter. Mais on va le faire en partie et on va obliger les entreprises à le faire elles aussi, et selon des protocoles qu'on va nous définir, et ensuite on va les tenir elles pour responsables. Là, il y a quelque chose qui est intéressant et à mon avis qu'il faut creuser. Au niveau de la loi française, on ne parle pas non plus de rien. Même si au niveau de la loi, il n'y a que 2 articles qui font vaguement référence, mais il y a 2 choses au niveau de la loi française, au niveau des règlements français. Il y a le Code du travail, et ça je pense que c'est intéressant, toujours par rapport à l'amiante, en 2002, suite au procès de l'amiante. Le Code du travail prévoit que l'employeur, donc là je cite, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Prend les mesures nécessaires. Jusqu'à présent, les employeurs se sont réfugiés en disant on a pris les mesures nécessaires. Sauf qu'à partir de 2002, l'interprétation de la Cour de cassation, c'est qu'il y a une obligation de résultat.
Donc là, il ne suffit pas de dire, ah bah tiens, j'ai fait des mesures nécessaires. Il y a une obligation de résultat, en fait. Ça, c'est très important. Puis deuxième chose au niveau de la législation, c'est le principe de précaution qui a été inscrit dans la Constitution en 2005, qui prévoit, donc là aussi je cite, que les autorités publiques veilleront, dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage associé à un risque. Alors, c'est intéressant, c'est flou, il faut le savoir. Ça pose beaucoup de questions, ce principe de précaution. Et puis, un des angles d'attaque que j'ai moins vu, en fait, c'est qu'il ne s'adresse qu'aux autorités publiques. Et là aussi, je pense qu'il y a besoin de prendre les choses à la racine. Et qu'il s'agirait, en tout cas aujourd'hui, en termes législatifs et réglementaires, d'aller bien au-delà, en tout cas, et de préciser les choses. Je pense qu'un peu comme au niveau européen, il s'agirait d'obliger les entreprises à financer les recherches sur les risques pour les nanomatériaux, mais au-delà, évidemment. Obliger les entreprises à faire de la veille scientifique. Elles peuvent dire, à l'instant T, on a produit, on ne savait pas. Ben oui, mais il s'agit de continuer à suivre, et c'est votre responsabilité, ça coûte de l'argent, à vous de le faire. Il s'agit probablement d'assurer des droits de retrait aux salariés, à bien définir, évidemment, mais je pense que ça peut être intéressant. Et puis, c'est quelque chose aussi qu'on voit, qui est en ce moment, de protéger les lanceurs d'alerte, en posant des questions, évidemment, sur quels critères. Pour moi, un lanceur d'alerte, ce n'est pas un extrémiste simpliste, mais par exemple, Hélène Frachon, force est de constater, on est d'accord pour dire, il faut assurer un cadre. Donc, tout ça, c'est, je pense, des choses, alors il y a des textes de loi, évidemment, mais qui supposent qu'on aille de l'avant. Comme je vois que l'heure tourne, je vais passer, mais je lance juste quelques pistes pour les questions. Je ne parlerai donc pas de l'éthique de la non-recherche développée par Jacques Testard, qui théorise le fait qu'il ne faille pas chercher sur quelque chose, parce que si on commence à chercher, il y aura forcément une application. Ça, je pense que c'est discutable. Et puis je vais passer sur la recherche pour finir et conclure donc sur le progrès et la notion de progrès, parce que quand même, dans le cadre de ces séminaires, et regarde Alain, le mot fin est tout près, en fait, je suis vraiment pas loin de la fin. En fait. Alors, le principe de précaution. Voilà. Je le savais. Et tu notes que j'ai bien prévu. Absolument, super. Alors, aujourd'hui, donc, on est tous, je pense, à constater que la notion de progrès suscite un certain attentisme ou une circonspection, voire un rejet. Je pense qu'ils sont aussi en réaction à la naïveté puérile, en fait, passée, voulant que des avancées technologiques allaient découler nécessairement, de façon déterministe, un progrès pour l'humanité. Mais, indéniablement, je pense qu'on va beaucoup trop loin et qu'aujourd'hui, il s'agit de le dire, il ne s'agit clairement pas de jeter le bébé avec l'eau du bain et de questionner le sens que l'on veut donner actuellement au progrès. Étymologiquement, donc le progrès en latin, c'est aller de l'avant, dans les légions romaines, vous l'avez expliqué ici. Il y a une dimension spatiale, et puis au moment de la Renaissance, il y a une dimension temporelle, parce qu'indéniablement, le temps est irréversible, en fait, et donc il y a bien un avènement du temps qui est irréversible, qui a un sens, il y a une flèche du temps, c'est connu. Alors, je pense que là, aujourd'hui, c'est assez clair qu'il s'agit de distinguer le progrès quantitatif. J'arrive pas à le définir autrement, mais c'est les mots sur lesquels j'ai chuté. Le progrès quantitatif, le progrès dans les sciences, le progrès dans les techniques, le progrès dans la culture, où il y a une accumulation, indéniablement, on sait de plus en plus de choses, il y a une accumulation indéniable, qui est un jugement objectif, cette accumulation. Et pour les nanos, il y a clairement un progrès, on sait faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. En revanche, ça c'est différent, ce progrès quantitatif, d'un progrès qualitatif. Est-ce qu'il y a un progrès pour la société, pour l'humanité, qui là est un jugement normatif, relatif à un système de valeurs, et qui questionne donc la notion du juste. Les doutes actuels sur la notion de progrès, en fait, résultent de différentes attaques, quelque part. Tout d'abord, évidemment, il y a eu une mauvaise utilisation de la technique. À des fins meurtrières, quand même, c'est quand même, sans jeu de mots, malheureusement, la chose cataclysmique, ça a été la bombe A, en fait, indéniablement, ça a marqué une rupture dans le progrès, indéniablement, le progrès peut signifier des catastrophes à des fins volontaires ou à des fins incontrôlées, Tchernobyl, mais c'est aussi Bhopal, c'est aussi la Moco-Cadiz, etc., etc. Il y a aussi donc un certain fondamentalisme écologique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui voit le progrès comme altérant une nature mythifiée, un peu à la Rousseau, mais un Rousseau vu de façon très simpliste et très raccourcie et résumée. Il y a les philosophies relativistes dont vous avez parlé ici, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et puis, alors j'ai peut-être manqué un séminaire, mais j'ai envie de dire, le dernier item, c'est le capitalisme,
qui, de mon point de vue, salit le progrès comme il a pu salir et comme il continue à salir la démocratie. Et là, je vous conseille la lecture, parce que c'est toujours intéressant de lire ses opposants, la lecture du livre de Lipovetsky, Les temps hyper modernes, il y a 4, 5, 6 ans, où il théorise très justement, enfin il explique très justement comment le capitalisme prévoit qu'on peut atteindre une sorte de rajeunissement permanent en tant qu'individu. On a peur de la mort, on veut se rajeunir en permanence en achetant des objets nouveaux. Il y a besoin tout le temps d'une consommation. Et chaque fois qu'on a un objet nouveau, on est content, c'est nouveau. Ça, quelque part, on atteint quelque part une sorte d'état où on est en permanence jeune, il y a en permanence de la nouveau. Il y a des choses nouvelles. Mais malheureusement, ça provoque beaucoup de frustration. Et je pense que c'est en lien avec cette coupure qu'il peut y avoir par rapport à la société de consommation et au progrès. Ça génère deux types de frustration de mon point de vue. La première est l'impossibilité d'être satisfait. Parce que par définition, le capitalisme, une fois qu'il vous a dit ça c'est nouveau, il faut acheter cette nouvelle voiture, cette nouvelle montre, etc., dès qu'il a sorti cette nouvelle voiture, il va en sortir une nouvelle pour que vous ayez envie d'acheter la suivante. Et puis ensuite une nouvelle, etc. Donc il y a une frustration permanente prévue par le capitalisme, et c'est théorisé d'ailleurs par certains dans la publicité. Hein, j'invente rien en disant ça. Donc c'est source de frustration. Puis une deuxième frustration, évidemment, c'est la personne est contente quand elle a acheté sa voiture, quand elle a l'argent, quand elle n'en a pas, là aussi, elle est très frustrée. Donc ce capitalisme, dans sa société de consommation à outrance, génère la frustration par l'utilisation d'une consommation de produits constamment nouveaux qui sont basés sur des technologies nouvelles. En fait. Et cette pulsion de la consommation implique, je le pense en tout cas, un rejet de la part de la population, conscient ou non. Mais il y a un vrai rejet de cette notion, en fait, qui passe par tout un tas de recherches, la gratuité, les échanges sociaux, les prêts, la modération, le partage, etc. On voit qu'il y a une recherche pour aller au-delà de cette société de la consommation à outrance. Et donc ça, c'est présent. Et donc il y a un pas qui est franchi où, en gros, ça c'est ma thèse, en fait, on va rejeter la technologie pour l'utilisation qui en a été faite par le capitalisme, en fait. Et donc là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, non, il s'agit de clairement savoir distinguer les deux. Donc de mon point de vue, il s'agit de revenir à une vision plus dialectique du progrès, savoir affirmer, c'est ma conclusion, savoir affirmer donc son absolue nécessité de deux ordres, dans une perspective d'exploration de la nature qui fait la beauté de l'homme, de quête de la connaissance, mais aussi dans une perspective d'abolition des rapports de domination. C'est par le progrès qu'on pourra remettre en question les dominations actuelles. Mais il faut aussi connaître donc les multiples utilisations possibles du progrès, pour le meilleur et ou pour le pire, et en même temps donc savoir contrôler collectivement ses implications collectives, les risques associés aux produits et la question de qu'est-ce qu'on produit. Il doit être bien clair donc que la charge du chercheur est de participer au progrès des sciences et des techniques, et que c'est aux citoyens de décider de leur application. Cette distinction des rôles, pour moi, est essentielle. Et on peut, j'ai envie de dire, on pourrait aller vers une vision un peu marxiste du contrôle de la nature en disant que la science et le progrès devraient permettre aux êtres humains d'être, entre guillemets, donc là je cite Hegel, maîtres réels et conscients de la nature, parce que, et en tant que maîtres de leur propre vie en société. Et à nous de la mettre en œuvre afin que le progrès soit synonyme d'émancipation.